Bonjour chers élèves, je me nomme Julius Kwame, professeur de SVT dans la classe de 3e. Nous allons aujourd'hui faire une leçon dont le plan est le suivant. En grand 1, les sols se différencient-ils par leurs propriétés physiques? En grand 2, les sols se différencient-ils par leur qualité? Et enfin, nous allons répondre au problème en tirant une conclusion générale. Chers élèves, ce matin, nous nous voyons pour une nouvelle séance. Et pour cela, je vous présente une situation qui est la suivante. Écoutez donc attentivement. Dans le jardin de la coopérative de votre établissement, les élèves ont planté du manioc sur 2 parcelles voisines. Sur l'une des parcelles, les tubercules récoltés sont plus gros que ceux de l'autre parcelle. Devant la différence de taille des tubercules de manioc récoltés sur chaque parcelle, les élèves cherchent à déterminer les propriétés physiques des sols et à identifier les caractéristiques d'un sol fertile. Partant de cette situation, dégagez le constat. Alors, le constat est le suivant. Les tubercules sont de taille différente sur les 2 parcelles. Sachant que ces parcelles sont des sols, alors cela nous ramène à un problème que nous pouvons poser, qui est le suivant. Comment les sols se différencient-ils? Pour résoudre ce problème, nous allons émettre des hypothèses. La première hypothèse est peut-être que les sols se différencient par leurs propriétés physiques. Nous allons reformuler cette hypothèse sous la forme interrogative. Alors, cela nous donne en grand 1, les sols se différencient-ils par leurs propriétés physiques? Pour vérifier cette hypothèse, nous allons réaliser des activités. Mais sachant que les propriétés physiques sont nombreuses, nous allons essayer de voir quelques propriétés et de montrer comment les mettre en évidence. La première des propriétés physiques sera la perméabilité. Donc, en 1, la perméabilité. Pour mettre en évidence la perméabilité, nous allons réaliser une expérience. Mais de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette expérience? Nous avons besoin de 2 échantillons de sol prélevés dans le milieu local, 2 bouteilles en plastique transparente perforées par le bas, 2 bouteilles en plastique transparente non perforées, 2 chronomètres, de l'eau de robinet et 2 gobelets transparents de 33 centilitres. À partir de ce matériel, nous allons réaliser notre expérience. Maintenant que nous avons notre matériel pour réaliser notre expérience, comment allons-nous procéder? Simplement, on verse d'un seul trait le même volume d'eau sur chaque échantillon de sol, puis on chronomètre le temps mis par l'eau pour traverser la colonne de sol. Ensuite, on relève les résultats pour chaque sol. Maintenant, nous allons passer aux résultats. Les résultats sont consignés dans un tableau. Et le tableau va nous présenter les 2 types de sols et les mesures effectuées. Les 2 types de sols sont le sol A et le sol B. Les mesures effectuées, au niveau de la hauteur de la colonne de sol en millimètres, nous avons 80 mm pour chaque sol. Le temps d'infiltration de l'eau en secondes, alors nous avons mesuré au niveau du sol A 75 secondes, au niveau du sol B 651 secondes. Nous allons passer à la vitesse d'infiltration de l'eau. Pour cela, nous faisons le rapport où nous divisons la hauteur de la colonne du sol par le temps d'infiltration. Pour le sol A, la vitesse d'infiltration
est de 1,06 secondes, millimètres par seconde, pardon, et pour le sol B, la vitesse d'infiltration est de 0,12 mm par seconde. Nous allons analyser ces résultats. La vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol A est plus élevée que celle de l'eau dans le sol B. Quelle interprétation pouvons-nous en faire? La vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol A est plus élevée que celle de l'eau dans le sol B parce que le sol A laisse passer plus facilement l'eau que le sol B. En conclusion, le sol A est donc plus perméable que le sol B. Nous allons déduire la notion de perméabilité. La perméabilité d'un sol est l'aptitude ou la capacité de ce sol à se laisser traverser par l'eau. On va passer maintenant à l'activité d'application. Le tableau ci-dessous présente des mesures effectuées au niveau de 3 sols A, B et C. Nous avons les types de sols, sol A, sol B et sol C. Les mesures effectuées, le temps d'infiltration en secondes, la hauteur de la colonne de sol et ensuite, nous allons ensemble chercher à remplir les cases vides au niveau de la perméabilité. Alors la consigne complète le tableau à l'aide des valeurs suivantes. 1,05 mm par seconde, 0,83 mm par seconde et 1,66 mm par seconde. Comment on détermine la perméabilité d'un sol? Vous savez que nous avons vu tout à l'heure que pour déterminer la perméabilité d'un sol, on divise la hauteur de la colonne du sol par le temps d'infiltration de l'eau. Alors, en se basant sur ce principe, nous allons ensemble trouver la perméabilité du sol A. Alors, pour déterminer la perméabilité du sol A, nous allons diviser la hauteur qui est de 100 mm par le temps d'infiltration de l'eau dans ce sol, 60 secondes. Ensuite, pour le sol B, nous divisons 100, qui correspond à la hauteur de la colonne du sol, par 95 secondes, qui est le temps d'infiltration de l'eau dans ce sol. Pour le sol C, nous divisons 100 par 120. En ce cas, après avoir réalisé ces calculs, nous allons faire correspondre chaque valeur donnée à chaque type de sol. Ainsi, pour le sol A, nous avons 1,66 mm par seconde. Pour le sol B, nous avons 1,05 mm par seconde. Et enfin, pour le sol C, nous avons 0,83 mm par seconde. Nous allons voir une deuxième propriété physique du sol. Cette propriété est la porosité. Alors, en petit 2, la porosité. Pour mettre en évidence la porosité du sol, nous allons exploiter des résultats d'expérience. Mais comment on s'y prend? Alors, nous allons vous donner le protocole. On choisit une boîte cylindrique et on mesure son volume en procédant ainsi. On pèse la boîte vide, ce qui donne la masse M1. On remplit la boîte d'eau et on la pèse, ce qui donne la masse M2. On calcule ensuite le volume de la boîte, sachant qu'un gramme d'eau occupe 1 cm3, ce qui nous donne grand V égale à 1 cm3 fois, entre parenthèses, M2 moins M1. On prélève
ensuite un échantillon de sol sans modifier la structure du sol. On laisse sécher l'échantillon de sol ainsi prélevé pendant au moins 10 jours. On prélève la boîte de sol. On pèse la boîte de sol sec, ce qui nous donne la masse M'1. On met un couvercle sous la boîte et une grille au-dessus et on immerge la boîte dans de l'eau pendant 15 à 20 minutes environ jusqu'à ce qu'aucune bulle ne monte en surface. On retire la boîte en empêchant l'eau de s'égoutter. On pèse la boîte avec l'eau qu'elle contient, ce qui nous donne la masse M'2. On calcule le volume de l'eau qui a pris la place de l'air en faisant la différence M'2 moins M'1. On détermine la porosité du sol en calculant le pourcentage de volume d'eau par rapport au volume de la boîte vide. Ainsi, la porosité d'un sol nous donne 1 cm3 fois M'2 qui représente la masse de sol saturé d'eau moins M'1 qui représente la masse de sol sec, le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Alors pour le résultat, nous avons réalisé au niveau de ces résultats, nous avons consigné les résultats dans un tableau au niveau des deux sols, sol A et sol B. Les mesures effectuées, la masse de boîte vide, 90 grammes pour chaque boîte. La masse de boîte pleine d'eau, 990 grammes. La masse de la boîte et du sol sec, M'1 qu'on avait appelé, 1400 grammes pour le sol A et pour le sol B, 1500 grammes. Et nous avons la masse de la boîte et du sol saturé d'eau, M'2, sol A, 1700 grammes, sol B, nous avons pesé 1750 grammes. À partir de ces mesures effectuées, nous allons déterminer la porosité des deux sols, sol A et sol B. Alors, au niveau du sol A, la porosité, à l'aide du calcul que nous avons effectué, au niveau du sol A, nous avons 33,33%. Au niveau du sol B, nous avons 27,77%. Quelle analyse peut-on faire de ces résultats? La porosité du sol A, comme nous le voyons, 33,33%, est plus élevée que celle du sol B, 27,77%. Quelle interprétation peut-on en faire? Le sol A, bien sûr, a une porosité plus élevée que celle du sol B parce qu'il a plus d'espace vide entre ses particules solides. En conclusion, le sol A est plus poreux que le sol B. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de la notion de porosité? La porosité d'un sol est le volume total des espaces laissés libres entre les particules solides de ce sol. Nous allons voir une troisième propriété physique du sol, la capacité de rétention en eau. Nous allons pour cela exploiter des résultats d'expérience. Alors, le protocole est le suivant. On laisse égoutter le sol saturé d'eau pendant 20 à 30 minutes. On pèse à nouveau la boîte, ce qui nous donne la masse M'3. On calcule le volume d'eau que le sol est capable de retenir en faisant la différence M'3 moins M'1. On détermine alors la capacité de rétention en eau de ce sol en calculant le pourcentage de ce volume d'eau retenu par rapport au volume de la boîte vide. Ce qui nous donne la formule suivante. 1 cm3 fois, entre parenthèses, M'3 qui est la masse de sol égouttée
moins M'1 qui est la masse de sol sec. Le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Nous allons recueillir les résultats et les résultats consignés dans un tableau nous donnent les valeurs suivantes. Au niveau du sol A, la masse de la boîte du sol égoutté, M'3, sol A, 1600 grammes, sol B, 1710 grammes. Nous allons déterminer la capacité de rétention en eau de ces deux sols à partir de la formule que nous avons donnée tout à l'heure. Sol A, nous avons 22,22%, sol B, 23,33%. Qu'allons-nous faire de ces résultats? Nous allons les analyser. Nous constatons que la capacité de rétention en eau du sol B, 23,33%, est légèrement plus élevée que celle du sol A, 22,22%. Qu'allons-nous faire de ces résultats recueillis? Nous allons les analyser. Alors, qu'est-ce que nous constatons? La capacité de rétention en eau du sol B est légèrement plus élevée que celle du sol A. Nous allons interpréter ces résultats. Les sols A et B ont pratiquement les mêmes capacités de rétention en eau parce qu'ils ont des particules de même nature. En conclusion, les deux sols ont à peu près la même capacité de rétention en eau. On en déduit la notion de capacité de rétention en eau comme étant la quantité d'eau retenue par ce sol après égouttage. En conclusion, nous pouvons dire que les deux sols ont à peu près la même capacité de rétention en eau. La capacité de rétention en eau d'un sol est la quantité d'eau retenue par ce sol après égouttage. Nous allons voir une quatrième propriété physique du sol, la capacité en air. Alors, en petit 4, la capacité en air. Nous allons exploiter à nouveau des résultats d'expérience. Mais comment nous devons procéder? On calcule le volume de vide présent dans le sol en faisant la différence M'2 qui est la masse de sol saturé moins M'3 qui est la masse de sol égoutté. On détermine la capacité en air de ce sol en calculant le pourcentage de ce volume de vide par rapport au volume de la boîte vide. Ce qui donne la formule suivante, 1 cm3 fois, entre parenthèses, M'2 moins M'3, le tout multiplié par 100 divisé par le volume. Résultat, mesure effectuée, type de sol. Au niveau du sol A, la capacité en air est de 11,11%. Au niveau du sol B, la capacité en air est de 4,44%. Qu'allons-nous faire des résultats ainsi recueillis? Nous allons les analyser. Alors, on constate que la capacité en air du sol A est plus importante que celle du sol B. Quelle interprétation peut-on en faire? Simplement, le sol A a une capacité en air plus élevée que celle du sol B parce qu'il a plus d'espace libre que le sol B. En conclusion, le sol A a une capacité en air plus importante que le sol B. La capacité en air d'un sol est le volume d'air contenu dans les espaces libres de ce sol. En conclusion, pour avoir
fini de vérifier la première hypothèse, nous pouvons dire que les sols se différencient par leurs propriétés physiques que sont la perméabilité, la porosité, la capacité de rétention en eau et la capacité en air. Merci.